Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui Monsieur Talla Hervé Aoui. Il est juriste d'affaires et consultant en affaires publiques. Son parcours est le suivant. Il est titulaire d'un MBA obtenu à l'École supérieure de gestion de Paris en droit des affaires, en droit du commerce et en droit fiscal. Il est aussi titulaire d'un certificat de spécialisation de niveau 4 en droit international des affaires, du commerce et en droit fiscal. Monsieur Aoui, bonjour. Bonjour, Monsieur Kumayo. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau et vous y êtes bienvenu parce que vous allez nous présenter la première édition d'un grand événement que vous organisez ici à Lomé, la Nuit du droit. Ce sera le 18 novembre 2023 et le thème retenu c'est la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques. Tout à fait. Alors, la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques est le thème choisi pour la première édition de la Nuit du droit qui se tiendra le 18 novembre à l'hôtel Sarakawa. Alors, cette thématique, ou du moins cet événement, vient répondre à un impératif où aujourd'hui, nous constatons que le Togo peut aussi revendiquer une place en matière de juridique, c'est du juridique, comme on le fait d'ailleurs, que ce soit dans le domaine de la finance, de la santé, etc. Donc nous venons justement avec cet événement pour dire aussi, en tout cas annoncer au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique aussi, que au Togo aussi, on parle aussi du droit. Et cet événement vient prouver, en tout cas, toute l'actualité en termes de numérique, du climat des affaires, etc., pour montrer que nous aussi, nous sommes présents et que nous pouvons aussi faire valoir quelque chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'invite nos téléspectateurs à regarder ce qui suit. Sous l'éleuse parrainage de Maître Kofi Alexis Akiribourou, le cabinet d'affaires commerciales et immobilières Cassi Togo, en collaboration avec Busy Technologies et Communication, présente la première édition de la Nuit du droit Togo, le rendez-vous phare des professionnels du droit au Togo et de la sous-région, placé sous le thème « La place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques ». Plus de 20 experts panélistes, des tables rondes de haut niveau, réseautage et partage d'expériences. Rejoignez-nous le 18 novembre 2023 à l'hôtel Sarakawa pour célébrer ensemble cette première édition historique de la Nuit du droit. Vous voulez devenir partenaire ou sponsor de l'événement? Veuillez contacter le plus 228 93 34 19 85, le plus 33 07 49 52 80 63 ou rendez-vous sur notre site officiel www.lanuitdudroit-togo.com. La Nuit du droit Togo, éclairons l'actualité juridique. Pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Qu'est-ce que la nuit du droit va apporter de nouveau par rapport à l'OHADA ou par rapport au climat des affaires au Togo? Alors, la nuit du droit, justement, comme dans la vidéo vient de l'énoncer, la nuit du droit vient apporter, vous savez, il y a en droit, le droit en perpétuelle évolution. Et souvent, on a besoin des événements pour actualiser, partager les connaissances et surtout que les professionnels vivent des situations assez différentes dans leur quotidien de juriste, d'entreprise, avocat, juge, etc. Donc c'est une plateforme justement qui vient à point nommé pour partager cette actualité. Souvent dans les universités, nous avons les colloques, les forums, etc. Qui se veut plus être dans une ambiance plus scientifique. Alors là, nous présentons une ambiance assez décontractée, bien sûr avec un certain professionnalisme et aussi une certaine pédagogie pour communiquer, pour dire ce que le droit nous dit aujourd'hui en termes de climat des affaires, etc. D'accord. Vous savez que le Togo est aujourd'hui un pays de services, notamment les services bancaires, en matière d'affaires, de façon plus globale, Oui. et que la ZLECAF est en train d'entrer en application sur l'ensemble du continent africain. Exactement. Ce sont autant de raisons pour lesquelles on a besoin de savoir si on peut être en confiance dans le pays quand on fait des affaires. Et vous estimez que le droit est un instrument aujourd'hui qui permet d'accompagner le développement économique et même politique dans la plupart des pays.
Tout à fait, tout à fait. Le droit est justement cet instrument. Je vais pas. Permettez que je sorte un peu du cadre du Togo. Quand nous prenons aujourd'hui les États-Unis, qui font du droit une arme assez redoutable pour protéger leurs intérêts. L'affaire Boeing et Airbus nous en dit en tout cas assez largement. Et aujourd'hui, on parle de l'extraterritorialité du droit américain. Donc, c'est pour dire que le droit n'est pas seulement un outil qui nous sert juste dans la société, mais au niveau aussi des États. Les États utilisent ce droit-là pour protéger les intérêts des entreprises qui sont peut-être des entreprises togolaises qui sont dans un autre pays pour sécuriser en tout cas ces activités dans un autre pays. Nous rappelons aussi que le droit est cet instrument-là, que ce soit en matière de diplomatie, en matière d'affaires, qui permet à l'État de protéger et les individus, personnes physiques et aussi les personnes morales d'un point de vue extraterritorial. Je rappelais en introduction que vous êtes juriste d'affaires, que vous êtes spécialisé dans les affaires publiques notamment, mais il ne vous a pas échappé que sur le plan politique, on a eu, notamment sur le continent africain, l'apartheid qui était un système légal de ségrégation de la part concernant les populations sud-africaines. Est-ce qu'on peut considérer, comme le dit le thème de l'émission, et là, pas le thème de la nuit du droit, que le droit est un instrument d'égalité ou plutôt un instrument de domination? Alors, je vais répondre à cette question en deux volets. Le droit est là d'abord pour favoriser l'égalité. Maintenant, d'autres personnes l'utilisent comme un outil de ségrégation. Voyez-vous, quand nous prenons par exemple le droit au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, le droit est utilisé justement pour exiger l'égalité de traitement, le droit à la vie, etc. Pour que toutes les personnes soient au même niveau de traitement, au même niveau de considération. Maintenant, quand nous prenons l'autre volet, c'est-à-dire que le droit qui est utilisé comme outil de ségrégation, ça, je pense que c'est plus les pulsions humaines, c'est-à-dire en fonction des intérêts. Voyez-vous, on peut interpréter le droit en notre faveur quand on sait que ce que nous voulons faire n'est pas légal. On peut contourner le droit pour dire que non, le droit d'ici, surtout quand on laisse le droit à l'interprétation de tout le monde, le droit peut être utilisé comme outil de ségrégation. Et c'est là qui n'est pas recommandé, mais plutôt le droit vient pour répondre à un impératif. Utilisons le droit comme outil d'égalité. Vous disiez que le thème de la nuit du droit, ce sera la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques. En Afrique, la question du troisième mandat est une question qui est d'actualité. Parce que beaucoup de pays se sont retrouvés dans des cas de figure où les présidents sortants ont modifié la Constitution pour se représenter, ce qui signifiait qu'ils faisaient clairement un coup d'État constitutionnel, mais c'était légal, puisqu'ils ont consulté la population et que la population a demandé un troisième mandat. Sur cette question, en tout cas, je crois que c'est une question très susceptible, surtout par rapport au coup d'État aujourd'hui. Je pense que nous sommes aussi dans une démarche d'extrême, en tout cas, diplomatie, pour que aujourd'hui les propos ne soient pas interprétés aussi rapidement, ne soient pas aussi détournés, bien évidemment. Mais comme on le disait, en tout cas, les pionniers, les acteurs, les constitutionnalistes, ils arrivent à faire, comme je l'ai dit tantôt, à tourner, à utiliser des tournures pour d'abord nuancer ce que le droit dit dans un premier temps. Et après, puisque malheureusement dans des pays où l'individu ne cherche pas tout de suite à comprendre ce que le droit dit. Souvent, vous voyez les gens qui revendiquent et ils parlent de la Constitution, mais demandez plutôt que dit le préambule de la Constitution, ils ne le savent pas. Ça veut dire que là, on a libre choix. En tout cas, l'autorité a plutôt libre choix d'interpréter le droit, bien la Constitution en sa faveur. Donc, ce qui permet qu'aujourd'hui, on peut prendre une Constitution et essayer d'aller dans ces différentes branches, dans ces différentes interprétations pour faire ce qu'on veut. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui peut faire que l'interprétation de la loi ne soit plus libre? Qu'est-ce qui peut faire, par exemple, que quand on a verrouillé sur les mandats et dire, après 2 mandats, vous partez, qu'il n'y ait pas une interprétation qui nous dise, par exemple, non, c'est que vous n'aviez pas très bien compris, on avait dit 2 mandats à partir de tel moment, ou demander, par exemple, comme je l'ai entendu souvent au Togo, que la loi soit rétroactive en cas de limitation des mandats et que cela empêche ceux qui sont au pouvoir de se présenter. Comment est-ce qu'on fait pour limiter la subjectivité de l'interprétation du droit? Alors, ce que moi je vais recommander, c'est que aujourd'hui nous constatons qu'il y a eu beaucoup d'événements qui doivent amener les populations ou aussi les juristes, les constitutionnalistes, etc., à connaître les lacunes des constitutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la constitution, c'est vrai, elle est là, elle est belle et tout, mais il faut arriver à un moment où on doit chercher à ne pas nuancer les expressions. Je pense que c'est tout le problème. Parce que si une expression, bien une phrase est nuancée, là, ça ouvre la porte à un libertinage, si vous permettez. Et chacun peut interpréter le droit ou bien la Constitution telle qu'il veut. Voilà. Maintenant, ce que je vais recommander, c'est que aujourd'hui la population est plus ou moins aguerrie sur ces questions. Je parle en mettant des crochets, mais je pense qu'il faut aller dans une démarche de pédagogie en disant que voilà, c'est ce que dit la Constitution. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Et en cela, on dira tout le monde a consenti sur le principe, sur ce que cet alinéa dit, sur ce que cet article dit. Et je pense qu'avec ça, en cherchant à démontrer à tout le monde que voilà ce que cet alinéa dit, voilà ce que cet article dit, on peut arriver à ne plus interpréter comme on veut la Constitution. Mais c'est que c'est devenu une vraie épidémie. Ça a commencé, on avait l'impression que c'était une erreur, mais aujourd'hui, c'est presque devenu une règle, qu'à la fin de leurs 2 mandats, les présidents, leurs partis politiques, leurs militants décident que la population devrait se prononcer et dire si elle est d'accord ou pas sur le fait que le verrou de la limitation de constitution soit levé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs est telle qu'on peut se dire que sur le plan politique, on n'a pas de risque de voir ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont au pouvoir, continuer de dire le droit en leur faveur? Alors, ceux qui sont les plus forts, je vais aller comme ceci. Alors, il y a le droit, c'est-à-dire qu'on a consenti. Il y a le droit, on a dit sur la base de la séparation des pouvoirs. Il y a le droit et il y a maintenant l'interprétation. Maintenant, ce que moi je recommande, c'est que en même temps qu'on prépare, puisqu'il y a bien sûr des travaux qui sont élaborés, mais je pense qu'il reste ce niveau de pédagogie, c'est-à-dire qu'on arrive à dire à tout le monde que c'est cela, et mettre aussi des garde-fous pour éviter que chacun interprète la Constitution, en mettant des sanctions, en mettant des dispositifs pour contraindre les gens à vraiment respecter ce que dit la Constitution. Je pense que ça sera une clé pour ne pas laisser tout le monde à interpréter en sa faveur la Constitution. Quand nous prenons l'exemple, par exemple, des États-Unis, où nous voyons que depuis des décennies, il y a une Constitution qui n'est vraiment pas contestée, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le compte-balance des pouvoirs. C'est-à-dire que celui-ci, il sait que cette autorité, elle sait que j'ai le droit de faire ceci, mais je n'ai pas le droit de faire ceci. Et quand je fais ce qui ne m'est pas autorisé, il y a un autre pouvoir pour me contraindre à respecter, à rester dans ma droiture. Donc je pense que c'est ce système de contrebalance de pouvoir qu'il manque afin qu'on puisse sécuriser justement ce que dit ou ce que ne dit pas la Constitution. Et vous pensez que, comme certains, c'est une question culturelle, la démocratie, qu'il y a une démocratie pour les Occidentaux, une démocratie pour les Africains, une démocratie pour les pays asiatiques et qu'on ne peut pas avoir un modèle unique qui s'applique à tout le monde. Et c'est pourquoi on a parfois du mal sur le continent africain avec le respect des constitutions, de la parole donnée? Je suis tenté de vous dire non, mais je pense que personnellement, c'est une question de culture. Parce que rien qu'à voir l'histoire, en tout cas tout ce que la France ou les États-Unis, les Occidentaux ont traversé, avant d'asseoir cette démocratie-là, je pense qu'on n'a pas eu les mêmes réalités politiques, les mêmes réalités culturelles, que ce soit au Togo, que ce soit en Afrique. Donc ça a été un modèle qui nous a été importé. Est-ce que
nous devons faire maintenant, c'est de revoir nos réalités et d'adapter. Est-ce que c'est la monarchie qui va nous convenir? Est-ce que je pense que c'est cela, parce que eux ils l'ont fait en fonction des impératifs qui y avait, et ils ont évolué avec les constitutions. Là, ils sont à la constitution de la 5e République, par exemple en France. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont senti le besoin de réadapter cette constitution à l'actualité de ce temps-là. Donc, je crois que oui, c'est une question de culture. Donc, je peux inviter à revoir la culture africaine, à revoir les réalités africaines afin de réadapter la Constitution en fonction de nos réalités. Nous avons beaucoup parlé de politique, parlons des affaires également, parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Dans le droit des affaires, vous évoquez par exemple l'exterritorialité du droit américain. Nous avons la ZLECAf qui est entrée en application. Plusieurs pays africains ont déjà ratifié l'acte constitutif de la ZLECAf. Qu'est-ce que cela va changer dans la pratique des affaires? Est-ce que cela signifie qu'on aura exactement le même droit dans tous les pays africains et que cela facilitera par conséquent les échanges? Ou alors cela signifie que les pays devront probablement revoir leur constitution, soit sur le plan d'un plus grand nationalisme, d'un grand patriotisme économique national, ou alors se mettre sur un patriotisme plus panafricain? Alors, la ZLECAf vient justement pour répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, il n'y avait pas en tout cas cet instrument-là qui encadrait de façon assez globale les pratiques. Et la ZLECAf vient aussi pour permettre à ce que les États puissent avoir des rapports d'affaires et aussi faciliter une zone pour les hommes d'affaires, pas seulement pour les États bien sûr, pour les hommes d'affaires qui ont des intérêts dans des pays, etc., etc. Donc je pense que c'est une belle initiative et je suis ravi même de savoir qu'il y a beaucoup d'États qui ratifient en tout cas ce traité de la ZLECAf. Et pour aller plus loin, je dirais que nous devons travailler justement, en tout cas tous les acteurs, tous les États, à chaque niveau, pour voir comment on peut améliorer, créer un cadre idéal, un cadre idoine, à ce que, par exemple au Togo, ça ne soit pas au Togo qu'il y a en tout cas des insuffisances. Et chaque État doit travailler, enfin le Togo, l'exemple du Togo en dit long, le Togo fait beaucoup d'efforts pour favoriser un climat des affaires adapté, idoine aussi aux hommes d'affaires. On a beaucoup de potentiel, beaucoup d'atouts qui permettent aujourd'hui de renforcer les mécanismes pour faciliter la vie aux hommes d'affaires ou aux États qui souhaiteraient en tout cas entrer dans une relation bilatérale avec notre pays. Quand vous écoutez un homme d'affaires comme Aliko Dangote, il vous dit, en tant qu'homme d'affaires africain, j'ai beaucoup plus de mal à me déplacer sur le continent africain que mes homologues venant d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Parce que la question des visas se pose également. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en lançant la ZLECAf, sans avoir prôné une vraie liberté de circulation et d'installation, d'abord pour les hommes d'affaires, ensuite pour les citoyens tout court, c'est un peu comme si on plaçait la charrue avant les bœufs? Bon, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, comme je le disais, il faut inviter tous les États à créer ce cadre-là favorable. Ça va aussi peut-être la suppression des visas. Je vois le président kenyan, justement, je parle sous réserve d'une confirmation. En tout cas, ça a circulé sur les réseaux. À partir de décembre. Exactement, qu'il va supprimer les visas aux pays africains. Ça, déjà, c'est un acte qui est à féliciter parce que aujourd'hui, tant qu'il y a des restrictions, vous savez, les hommes d'affaires, c'est une question de temps. C'est-à-dire, avant de voyager, eux, ils sont prêts à voyager à tout moment. Avant de voyager, s'il faut encore rentrer dans des procédures de demande de visa, etc., etc., ça fait long. Et parfois, ça les décourage pour aller dans un pays pour faire des affaires. C'est vrai, il y a aujourd'hui le numérique qui permet d'aller d'aller dans tous les sens, bien de parler à son homologue ou bien à son confrère affaires. Des téléconférences, exactement. Mais je pense que ce qui est aussi bien en affaires, c'est le contact humain. C'est-à-dire que même la poignée de main, c'est un signe fort qui permet à ce que les hommes d'affaires se fassent plus confiance. Donc, je pense que
ça fait partie justement de ces dispositifs que chaque État doit permettre, faciliter l'obtention du visa pour que la libre circulation des personnes surtout soit une effectivité, pas seulement quelque chose sur papier. Oui. Quand on voit, nous parlions de culture tout à l'heure, mais quand on voit le nombre de droits, rien que dans la zone de la CEDEAO, vous avez un droit anglo-saxon avec les pays de droit anglophones. Vous avez le droit lusophone, vous avez le droit francophone. Et si on prend à l'échelle du continent, vous aurez également quelque part le droit arabe avec les pays du Maghreb. Comment est-ce qu'on s'arrange dans ce cas-là pour avoir un climat des affaires où on est serein en se disant que le droit sous lequel on a signé notre contrat, il est le même pour tout le monde, il est interprété de la même manière, quelle que soit la latitude sur le continent. Alors là, nous rentrons dans le droit des contrats, oui. Parce que avant de signer un contrat, avant de rentrer dans une relation d'affaires, et il incombe aux juristes qui s'occupent d'encadrer cette relation contractuelle, d'exiger aux parties de sélectionner le droit qui leur sera applicable, en tout cas appliqué. Donc, ce qui évite qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un conflit, qu'on se dise que non, moi je suis arabe, il faudrait appliquer le droit de chez moi. Donc, je pense que il y a ce qu'on appelle aussi les incoterms, c'est en droit international économique qui permet aux acteurs, aux hommes d'affaires ou aux entreprises de dire, par exemple, quand je vais en relation d'affaires avec mon confrère, c'est à qui revient, par exemple, la charge du transit. C'est quelle monnaie nous devons utiliser et c'est quel droit que nous allons appliquer ou c'est devant quelle juridiction nous allons lorsqu'il y a une mésentente. Donc, je pense que le contrat dit tout parce que c'est d'ailleurs le pourquoi il faut faire tout par contrat. Ça devient le guideline de notre relation. Donc, je pense que là, il n'y a pas un problème qui se pose tant qu'on est déjà... On a convenu d'aller sur un contrat, sur la base d'un contrat qui nous sert de référence et au moment où il y a un problème, on se réfère au contrat. Donc, éventuellement, il peut y avoir des incompris, mais il revient au juriste de s'assurer de la clarté du contrat. D'ailleurs, dans la procédure, le juriste est invité de faire relire le contrat à toutes les parties avant de passer à la signature. Donc, bien sûr, le contrat fait des navettes. Si celui-ci n'a pas compris un point, il demande l'explication. Et l'explication doit être dans les deux sens. C'est-à-dire que comment celui-ci il a compris le contrat et l'autre partie, comment aussi elle a aussi compris le contrat. Donc, ce qui permet qu'on rentre dans une relation assez saine. De façon plus brève, quand on prend une zone comme la CEDEAO, où l'intégration est presque parfaite, à l'exception de ce qui se fait en Afrique de l'Est, c'est l'une des zones où on peut dire que l'intégration fonctionne à plein régime, mais la TVA, par exemple, en droit, où est-ce qu'on l'aperçoit ? Par exemple, vous êtes une entreprise togolaise, vous voulez livrer vos marchandises en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, vous payez votre TVA au Togo ou vous la payez en Côte d'Ivoire, ou alors il y a un système, une assiette commune dans laquelle on paye et on est tranquille par la suite. Ce qui a été formidable aussi au niveau de la zone CEDEAO, nous avons aussi, au niveau de l'OHADA, nous avons aussi ce qu'on appelle le Cisco-OHADA, c'est-à-dire que c'est un document comptable qui invite les comptables à se situer par rapport au lieu de la perception de l'impôt. Donc, les comptables, quand ils voient l'opération, est-ce que c'est une opération qui relève de la zone de la CEDEAO et est-ce que le droit... dire, même à l'intérieur de la CEDEAO, aujourd'hui, il y en a qui interprètent très difficilement et du coup, les coûts sont multipliés par beaucoup. Imaginez une entreprise qui livre 30 tonnes ou 50 tonnes de produits partis du Togo et qui va les livrer en Côte d'Ivoire. Je prends juste un exemple pour la partie francophone. Elle estime que liberté de circulation et d'installation, je n'ai pas à payer la TVA, je la livre et puis à l'arrivée, on lui apprend que non. Elle doit payer la TVA en Côte d'Ivoire. Quand on dit liberté de circulation, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas payer la TVA. Parce que c'est à cause de la TVA, justement, que les États ils arrivent à arranger les routes, l'électricité. Imaginez, par exemple, un camion qui quitte le Togo
qui part en Côte d'Ivoire et que sur toute la route, il n'y a pas de lumière. D'où ma Et- question. oui. Est-ce que c'est une question de souveraineté pour le pays d'origine, pour le pays d'arrivée, ou alors est-ce qu'il y a une assiette commune qui permet de payer de façon collective aux deux pays, voire à tous les pays qui sont traversés, sans avoir à répéter l'opération à chaque fois qu'on arrive à un poste douanier? Bon, à chaque fois lorsqu'on sort de la zone, par exemple, on sort du Togo, Oui. ben, le pays, est-ce que le produit sera commercialisé où? D'abord, par exemple, lorsqu'on perçoit les produits au niveau du port, il y a des taxes à payer. Ça permet de voir toute la logistique au niveau du port, des services douaniers, de l'OTR, etc. Donc, on paie au niveau du Togo. Maintenant, le produit sera commercialisé où? En Côte d'Ivoire? Bien sûr, en Côte d'Ivoire. Oui. Et le commerçant ou bien l'homme d'affaires, il est amené aussi à faire de son chiffre d'affaires. Oui. Donc, dans sa démarche de vendre aussi, il a aussi à payer au niveau de la douane ivoirienne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les États, ils perçoivent ce qu'ils ont et ils arrivent à réaliser des opérations de sécurité, de salubrité, etc. pour que l'environnement ou bien le pays soit assez propice pour les affaires. D'accord. Maintenant, rentrons dans la nuit du droit. Comment sera structurée cette soirée-là, cette nuit du droit qui se tiendra le 18, si je ne me trompe pas? Exactement, le 18 novembre. Oui. Alors, la nuit du droit, ça sera un événement qui sera fait au moins des tables rondes où les 4 tables rondes, jusque-là nous avons 4 tables rondes qui traiteront justement de comment les professionnels de justice arrivent à contribuer au développement socio-économique. Nous aurons aussi une thématique qui mettra en lumière comment aujourd'hui la relation entre la justice, la société et l'administration avec pour point commun le numérique. Comment ils arrivent à utiliser le numérique pour favoriser justement, toujours dans le sens de l'évolution socio-économique. Donc, il y aura aussi une thématique qui sera dédiée au climat des affaires. Aujourd'hui, on va parler de la question de la fiscalité, on va parler de la question des nouvelles thématiques aujourd'hui qui émergent en droit, notamment la responsabilité sociétale des entreprises, les normes ESG, etc. Donc, comment, au moins de ces sujets-là, l'évolution socio-économique est assez, en tout cas, est effective. Donc, il y aura bien sûr un cocktail dînatoire à la fin pour essayer pour favoriser des échanges entre professionnels, parce que l'idée première, c'est ce cadre-là où les professionnels vont se rencontrer, vont se retrouver pour partager dans une ambiance, comme je le disais tantôt, décontractée, mais tout en restant dans une pédagogie, tout en restant dans l'idée d'apporter une plus-value aux participants. Quel est le profil à la fois des invités et des intervenants qui participeront à cette nuit du droit? Alors, je pars d'abord sur les profils des invités. Nous avons d'abord, je tiens à rappeler que la nuit du droit n'est pas seulement que pour les juristes. Parce que quand on dit évolution socio-économique et politique, c'est pas seul le juriste qui est concerné. C'est-à-dire que l'architecte dans son coin, il a aussi un intérêt. Le médecin, il a aussi son intérêt, etc., etc. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le désir, en tout cas moi, j'invite toute personne à avoir cette envie-là ou bien ce désir-là de venir découvrir ce que nous avons à la nuit du droit. Il y aura justement les directeurs juridiques, les chefs d'entreprise, il y aura des acteurs de l'administration togolaise et nous avons aussi des entrepreneurs qui viendront, des banquiers et aussi des professionnels de médias, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y aura une pluralité de profils. Maintenant, en termes de participants, idéalement les étudiants et des personnes, les personnes qui sont assez intéressées par la question parce que nous souhaitons aussi des échanges entre les intervenants et le public. Donc, toute personne qui a ce désir, là nous ne sommes pas limités en termes de profil de participants, ça veut dire que même la dame qui est dans son coin, elle voit l'événement, elle veut savoir concrètement ce qui se passe, elle peut venir participer parce qu'il y aura une information peut-être même sur la fiscalité qui va sûrement l'intéresser pour voir comment aussi améliorer son business. Parce que pour rester dans le domaine de la fiscalité, oui,
Je vous prenais l'exemple du Togo et de la Côte d'Ivoire, mais Oui. qui paye, par exemple, pour la TVA? Est-ce que c'est l'exportateur? Est-ce que c'est celui qui importe? Ça aussi, ce sont des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, mais je pense que vous aurez l'occasion pendant la nuit du droit de rentrer dans les toutes ces détails, spécificités-là. dans les détails, Oui. puisque nous invitons aussi les acteurs, en tout cas de l'OTR, à venir, puisqu'ils ils sont très spécialisés sur ces questions-là. Et ils viendront justement nous décortiquer en fonction aussi des questions qui seront posées, toute l'actualité ou aujourd'hui, toutes les dispositions que le gouvernement togolais a mis en place pour justement rendre plus fiable le climat des affaires. Merci beaucoup, Monsieur Talla Hervé Aoui. Je rappelle que vous êtes juriste d'affaires et que vous êtes également consultant en affaires publiques et que vous êtes le président du comité d'organisation de la Nuit du droit dont la première édition se tient ce 18 novembre 2023 à Lomé, au Togo. Exactement. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Kimayo. Et je vous remercie également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.